bien se passer, les mecs. Ça va bien se passer. Oui, les amis. Je sais que tout le monde est forcément intéressant, mais moi, pour le content, il faut que j'exclue quelqu'un. Voilà. Il faut que j'exclue quelqu'un parce que j'aime bien les streams comme ça où c'est moi qui décide. J'aime bien. Très attendu, ce débat. C'est un véritable débat des présidentielles. Est-ce que ta voiture a eu un accident? Avant l'heure, j'ose le mot, parce que chacun de vous, si une campagne commençait demain, qu'elle soit d'ailleurs pour les législatives ou pour la présidentielle, vous seriez sans doute soit celui qui l'incarne, soit celui qui porte cette campagne. La rentrée politique et économique, elle se joue maintenant, elle se joue ce soir. Quand le MEDEF m'avait proposé, Patrick Martin, d'animer ce débat avec les chefs de parti, j'ai bien sûr dit oui, parce que je me suis évidemment tout de suite dit que c'était inédit. Et je crois que ça l'est, de vous voir, les représentants des 6 partis, ensemble débattre. Putain, tous les droitards, ils ont un costard, enfin une cravate. Les mecs de gauche. La dernière chemise est déboutonnée, les mecs. Enfin, le dernier bouton de la chemise est déboutonné. Très bien. J'ai mesuré immédiatement le poids politique de cette rencontre, mais je vais être tout à fait honnête, je n'avais pas imaginé que ce serait aussi aigu, aussi vital, j'allais dire, évidemment, dans le contexte actuel. Président du MEDEF au milieu. Jordan Bardella, Bruno Retailleau, Gabriel Attal, Marine Tondelier, Fabien Roussel, Emmanuel Bompard. Vous êtes le président du Rassemblement national, le président des LR, le secrétaire général de Renaissance, le secrétaire national... Allez, les présentations, là, c'est un peu long, là. Ah ouais, tout ça, c'est les présentations. Ok, on écoute Monsieur Bardella. Putain, wesh. Attends, mais c'est à Philippe Chatrier, ça? Mais non, ils ont fait ça à Roland Garros. Arrête. Wesh, ils ont détalé le MEDEF. Bon, après, tu me diras, c'est le MEDEF, hein. Mais putain, c'est le cours Philippe Chatrier, ça. Incroyable. Bonjour à tous. Permettez-moi d'être direct, puisqu'on est aujourd'hui face à des chefs d'entreprise qui aiment aller vite prendre des décisions. Si vous, chef d'entreprise, vous aviez géré vos sociétés comme le pays est géré depuis 8 ans et plus, vous seriez très certainement en liquidation judiciaire. Wow. Je sais à quel point l'incertitude, l'instabilité du moment est probablement pour vous le pire boulet qui est aujourd'hui attaché au pied de notre nation et au pied de notre pays. J'aimerais rappeler que face à ce chantage auquel s'est lancé le Premier ministre sur le thème moi ou le chaos, qu'il y a 12 mois, il y a eu des élections législatives et que lors du second tour des élections législatives, un certain nombre de partis politiques se sont mis autour de la table et ont décidé de s'unir pour empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité et par conséquent pour priver le pays d'une majorité claire, d'un cap clair pour avancer. Nous avions dit à l'époque que ces accords contre nature de second tour allaient plonger le pays dans une instabilité. Je crois qu'on ne sortira de cette impasse et de cette instabilité qu'en revenant devant les Français. Donc ce n'est parce que rien ne peut... Je me suis un peu spoil, les amis. Enfin, je me suis spoil en tout cas les commentaires sur Bardella et Monsieur Attal, les 2 personnes qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Putain, ça me fait mal d'entendre des personnes... Enfin, j'ai pas envie de caricaturer parce que faire de la politique est un métier. Contrairement à ce qu'on pense, les gars, parce que j'ai beaucoup parlé avec Emmanuel Bompard en privé, ça se voit quand même que la politique, c'est un métier parce que c'est un homme de terrain, c'est des hommes de terrain. Bardella et Attal, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas si c'est des hommes de terrain. Mais en tout cas, se faire la leçon, se prendre des leçons d'économie, des leçons d'entrepreneuriat par Monsieur Attal et par Monsieur Bardella, ça fait un peu mal au cœur quand même. Je vous le dis, la vérité, les gars, ça fait un petit peu mal au cœur. Émerger de solide, de stable, de durable dans ce Parlement. Par conséquent, moi, je plaide pour une solution la plus démocratique qui soit, c'est le retour aux urnes. Soit par une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, étant entendu qu'il faudrait éviter peut-être de faire des accords contre nature au second tour et d'accepter la volonté des Français, soit par une nouvelle élection présidentielle. Entre nous, je ne vois aucune autre solution pour sortir de cette impasse, pour retracer un cap, offrir une vision au pays et remettre le monde économique sur le chemin de la lisibilité et de la stabilité. Le mot incertitude, le mot chaos, ils ont été prononcés aussi par Patrick Martin face à cette période qui s'ouvre. Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir une responsabilité là-dedans, Marine Tondelier, et ensuite chacun de vous?
Mais les écologistes ont toujours eu une attitude responsable, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai lu dans le Figaro le récit du début de votre événement et les déclarations des chefs d'entreprise. J'ai lu qu'un chef d'entreprise disait « on en a marre de fêter des pendaisons de crémaillère à Matignon ». Bon. La différence, c'est que nous, on n'est pas invités. J'ai aussi lu des chefs d'entreprise qui faisaient part, c'était assez unanime, de leur inquiétude pour le contexte économique du pays. Et je rappelle que, oui, M. Bayrou a dit que la France était donc un bateau dont la coque était percée et où les oppositions diraient, en gros, ne t'inquiète pas, Simone, tout va bien se passer. Bon, Simone est inquiète, mais les chefs d'entreprise sont inquiets aussi. Et nous, on est inquiets aussi. Vraie question, est-ce que les écologistes ont du buzz ou c'est KO? Ah les gars, franchement les écologistes, je vais un petit peu accélérer la vidéo, genre en mode au moins indice. Les écologistes ont un petit peu de buzz les mecs, hein. Faut pas croire que c'est zéro. Avant leur stratégie maintenant sur les prochaines échéances électorales, municipales 2026, présidentielles 2027, mais je pense que les écologistes ne sont pas totalement dead les gars, hein, franchement. On est inquiet. Et ce que ne dit pas M. Bayrou, c'est que ce bateau, le capitaine, est Emmanuel Macron. Et que tout l'équipage également est macroniste. Et donc que si la solution quand ce bateau part à la dérive, c'est de laisser les mêmes aux commandes, ça ne fonctionne pas. J'ai aussi entendu Monsieur Bompard, pas celui de la France Insoumise, celui de Carrefour, Alexandre, dire que, et il n'a pas été le seul, qu'au moment de la dissolution, ça avait dévissé dans l'économie. C'est aussi le moment où ça s'est emballé sur l'écart, par exemple, dans les taux d'intérêt France-Allemagne. Ça a été un moment de rupture économique. Et c'est pas nous qui l'avons provoqué, c'est un président de la République qui a décidé tout seul. D'ailleurs, je crois que M. Attal a été au courant après Pascal Praud, ce qui est quand même un problème. Et donc c'est ça la responsabilité. Il ne faut pas rejeter la responsabilité sur les autres. Il vous répondra. Et ce que je réponds surtout, c'est que oui, ça a dévissé au moment de la dissolution et ça a dévissé pendant 3 mois sur les carnets de commandes, sur les investissements. C'est vous qui le dites. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette dissolution, il y a eu le temps des élections et puis il y a eu de l'obstruction pour nommer. Sur la décision non, mais il y a quand même que vous prenez aujourd'hui. Oui, mais et attendez, les conséquences et la ce pays a une histoire. Les choses viennent de quelque part. Quand on dit aujourd'hui il y a une dette de 3 000 milliards d'euros, elle était à 2 000 milliards d'euros au début du mandat. Et c'est pas nous qui étions ni président de la République, ni à Matignon, ni nulle part dans le gouvernement. Donc je veux bien qu'on explique que tout est de notre faute. Et comme l'a dit François Bayrou hier, il n'y a pas d'autre méthode possible. Ça m'a rappelé Margaret Thatcher, there is no alternative. C'est pas un argument. Enfin, on peut pas convaincre des gens en disant en fait on n'a pas le choix, c'est comme ça. Ça ne marche pas. Et la dissolution qui a été voulue par ce président a créé une crise économique, une crise démocratique. Surtout si c'est pour faire des élections. J'entends que M. Bardella veut refaire une dissolution. Enfin, si c'est pour faire retourner tout le monde aux urnes et pas suivre le résultat des élections, c'est quand même compliqué. Et puis ceux qui s'occupent de la dette savent aussi que organiser des élections, ça prend un peu d'argent aussi. Et on entend les patrons qui réagissent. Fabien Roussel, Manuel Bompard. Roussel, on t'aime bien, mais malheureusement il y a un jeu qu'on a opéré. Désolé mon ami, désolé. Tu as fait un jeu et tu as perdu. Par contre, il y a mon GOAT qui va parler, mon GOAT. Manuel Bompard, je reviens du Japon. Le 11 septembre, on se fera une interview 1 an jour pour jour. 1 an jour pour jour, Manuel Bompard, on se fera quelque chose. T'as capté? T'as capté, mon ami? Est-ce que c'est le chaos ou la confiance? Bonjour, d'abord je veux remercier Patrick Martin et le MEDEF d'avoir organisé cet échange. Vous le savez, c'est pas courant pour la France Insoumise, le coordinateur de la France Insoumise d'être devant vous, mais je crois que dans ce moment politique là, c'est important qu'on puisse se parler avec franchise et présenter les différentes options politiques qui sont sur la table. Moi, je suis là pour vous parler avec franchise et donc la réalité, c'est la question de M. Bayrou. Derrière la question de M. Bayrou, c'est la question de la politique qu'il propose et donc du budget qu'il propose pour cette année. Tu prends un vol. Et la question qui nous est posée, c'est de savoir si le budget que propose M. Bayrou pour cette année est de nature à améliorer la situation de notre pays. M. Bayrou peut dire c'est la confiance ou le chaos, mais les difficultés sociales, économiques, écologiques, démocratiques, internationales, elles sont déjà là aujourd'hui. Oui. On a atteint dans notre pays un record historique de pauvreté. Pour la première fois depuis des années et des années, les émissions de gaz à effet de serre repartent à la hausse. Il y a des records dans les faillites des entreprises. Et ça, c'est pas le fait qu'on ne va pas voter la confiance de M. Bayrou qui est responsable de cette situation. Le budget de l'année qui vient d'écouler, de l'année que nous vivons en ce moment, a déjà réduit à peu près la croissance par 2. Si le budget proposé par M. Bayrou devait voir le jour, il aurait encore des effets récessifs sur la croissance. Et vous le savez comme moi. Parce que dans un pays dans lequel vous avez
à peu près 50% de la richesse produite chaque année qui est tirée par la consommation populaire. Si votre politique est une politique d'austérité économique, si votre politique est une politique de réduction du pouvoir d'achat des Françaises et des Français, à la fin, ça se traduit, y compris pour les chefs d'entreprise, y compris pour les entreprises, par des carnets de commandes qui sont plus faibles, par une consommation populaire qui est plus faible, et donc par des entreprises qui ont des difficultés économiques. Donc moi, évidemment que je vais voter contre la confiance de M. Bayrou, et ça sera le cas des parlementaires insoumis. Pour une raison simple, c'est qu'il faut changer, mais complètement, radicalement et totalement de logique économique aujourd'hui. On a besoin de faire l'inverse. La politique de l'offre, et pardon, je sais que ce que je vais dire ici peut-être ne vous conviendra pas, mais moi je préfère le dire avec franchise et avec honnêteté. La politique de l'offre qui est à l'œuvre dans ce pays depuis des années et des années montre à quel point elle nous amène aujourd'hui dans le mur. Et M. Bayrou propose de continuer cette politique de l'offre. Moi je pense qu'il faut faire l'inverse. Une politique de la relance sociale, de la relance écologique, une politique de reprise des investissements publics, une politique de pouvoir d'achat qui permet ensuite de relancer la machine économique. Là, vous êtes en train de développer vos propositions. J'y vais direct parce que je pense que c'est le sujet important. Et donc vous voyez bien que le sujet, il ne peut pas être posé en termes... Moi, ce que je pense, c'est que la responsabilité, c'est précisément d'empêcher le chaos. Et pour empêcher le chaos, il faut empêcher M. Bayrou de présenter son budget. Bruno Retailleau, Gabriel Attal, vous voterez cette... Bien parlé, bien parlé. Je me demande qui va se faire applaudir par rapport aux propositions, etc. Qui va se faire applaudir le premier, là? Confiance. Et en même temps, l'un comme l'autre, vous voulez... des ruptures, vous dites on ne peut pas continuer comme ça, il faut des changements, il faut une rupture, à la fois sur la question de la fiscalité, du rôle de l'État, du modèle social même. Est-ce que, en prolongeant... C'est une dinguerie d'avoir invité Bruno Retailleau. Hein. Bruno Retailleau, c'est la seule personne qui est dans le gouvernement et qui doit casser du sucre dans le dos de Macron pour pouvoir exister pour son propre parcours politique. Franchement, il avait rien à faire ici, Bruno. Hein. Continuant, on peut quand même proposer une rupture. Bruno Retailleau. D'abord, je ne voterai pas puisque je suis ministre. Tout à fait. Je crois à la séparation des pouvoirs. Vous avez également votre casquette de président d'LR et ils auront leur rôle à jouer. Absolument. Mais je voudrais vous remercier d'abord, remercier Patrick Martin, tous les entrepreneurs de France qui sont ici, et vous remercier de me donner l'occasion de parler d'autre chose que des questions sécuritaires, même si je pense que la liberté et l'ordre, ce sont deux frères siamois ou deux sœurs siamoises. Moi, je pense qu'on est arrivé au bout d'un système. La question qui sera posée le 8 septembre, c'est pas de voter pour ou contre M. Bayrou. Ça n'est pas un référendum. C'est de partager un diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut non pas le réparer, le système. Il va falloir changer de pied, évidemment. Mais ça sera pour 2027. Simplement, ce que moi j'observe, c'est qu'on ne peut plus vivre dans un système, et ce sera la rupture, qui est un système social-étatiste. C'est tout. Je me souviens de la phrase de Ronald Reagan que vous avez... Ouais, donc voilà, social-étatiste. Donc, donc l'état providentiel, c'est la fin pour les droitards, quoi. Parce que j'ai le sentiment que M. Retailleau, c'est terminé. Terminé, l'état social qui dépense tout le temps son argent, c'est fini. En mémoire, qui décrivait assez bien la situation française il y a plus de 20 ans. Voilà, tout ce qui bouge, on le taxe, ce qui bouge encore, on le réglemente, et ce qui ne bouge plus du tout, on le subventionne. On en est là. Donc, il faudra impérativement il a le droit d'applaudir. Dire la vérité aux Français, sortir des boniments qu'on nous a racontés, et notamment la gauche, depuis des années. 1, travaillez moins, vous vivrez mieux. 2, la dépense publique, c'est ce qui fait la qualité des services publics. Si c'était le cas, on serait à l'avant-garde du bonheur universel. Et 3, la dette, c'est pas un problème. Voilà. C'est une ovation dans la salle du MEDEF. Ah ouais, ça applaudit, hein. Ils sont contre... Putain, mais c'est un peu des libertariens, quoi. Moins d'État, plus de liberté individuelle, genre. Ah ouais. Alors là, je m'y attendais pas. Par conséquent, on ne peut plus vivre. Très concrètement, vous vous rendez compte l'an prochain, la richesse que vous contribuez à créer, vous les entreprises, avec vos salariés, 50 milliards d'euros en plus en 2026. Si on ne fait rien, l'accroissement de la dépense publique, tout compris, ce sera 60 milliards. Donc vous voyez bien que la dépense publique, désormais, et la croissance sont totalement déconnectées. L'une est en train de cannibaliser l'autre et il faudra prendre un certain nombre de décisions. Mais au moins pourrait-on s'accorder sur le fait qu'on arrive au bord du gouffre. Vous savez, moi j'ai toujours été un opposant à Emmanuel Macron. Je me suis engagé dans un gouvernement parce que j'avais peur du pire, le chaos et aussi la gauche mélenchonisée. Donc j'ai pris mes responsabilités pour donner à la France un peu de stabilité. Mais demain, je pense qu'il faudra des ruptures encore plus franches. Gabriel Attal. Un peu de stabilité. Ah mais le public de débile, frère. La stabilité en question, t'as apporté quoi, mon gars? Genre, excusez-moi, hein, mais le bilan de Bruno Retailleau, il est désastreux, genre. Il se fait critiquer de tous les côtés, mais pas ici à Philippe Chatrier, genre le culot du mec. Je précise
Je précise effectivement, pour ceux qui nous regardent en dehors de cette enceinte de Roland-Garros, que vous avez à 3 reprises donc applaudi Bruno Retailleau. Vous n'y aviez pas eu le droit, ni les uns et les autres. On verra Gabriel Attal. Gabriel Attal, à vous. Ah. Je vais peut-être vous surprendre, Apolline de Malherbe, en vous disant que la date la plus importante pour moi n'est pas le 8 septembre, c'est le 31 décembre. Hein ? Moi, je veux que notre pays, le 31 décembre, il ait un budget pour l'année prochaine. Je ne le veux pas pour moi, je ne le veux pas pour nous, les politiques, je le veux pour vous, les chefs d'entreprise. Parce que qu'est-ce que vous nous dites quand on échange avec vous? Que vous voulez savoir à quelle sauce, pardon pour l'expression, vous allez être mangé l'année prochaine, en termes fiscaux, en termes normatifs. Parce que vous faites face à la concurrence et que vous avez besoin de visibilité. Donc la seule question qui vaille pour le 8 septembre, c'est pas chaos, stabilité, etc. C'est est-ce que faire chuter le gouvernement le 8 septembre facilitera l'adoption d'un budget d'ici au 31 décembre dont les entreprises, notre économie et notre pays a besoin? Je suis convaincu que la réponse est non. C'est pas vrai, comme ils vous le disent, que ça faciliterait les choses de faire chuter le gouvernement ou de retourner aux élections. On a besoin d'un budget. Vous nous demandez des solutions et vous disent 10 solutions. Nous, on vous propose de travailler à tous, toutes les formations politiques, pour être capables. Alors, ça sera peut-être pas le budget du siècle, ça sera peut-être... Ah, tu sais très bien que c'est pas possible. Mais arrêtez d'être débiles et d'élus. Vous êtes d'élus, les mecs. C'est impossible qu'ils se mettent tous d'accord. Tu vois bien que tous les opposent. Absolument tous les opposent, bordel. Pas parfait, mais au moins de savoir comment on passera l'année en termes fiscaux et en termes normatifs l'année prochaine dans un contexte extraordinairement bouleversé à l'international. Ensuite, évidemment qu'il faudra une rupture parce que le monde a changé. On s'efforce de faire tourner le pays avec un modèle issu de 1945. La France ne peut pas tourner en 2025 avec un modèle de 1945. Tout notre modèle institutionnel, social, économique a été construit à une époque qui n'a plus rien à voir. Pardon, mais après la Seconde Guerre mondiale, on avait une démographie qui explosait. Aujourd'hui, on a une population qui vieillit. Après la Seconde Guerre mondiale, on avait une économie qui était tirée par la consommation, le marché intérieur. Aujourd'hui, on a une révolution absolue qui est devant nous, on n'en a pas parlé pour l'instant, c'est l'intelligence artificielle. Après 1945, on parlait de météo, on ne parlait pas de dérèglement climatique. Tout ça, ça nous impose de changer profondément de modèle. C'est d'une réinvention de notre modèle dont la France a besoin. Et c'est à ça que je veux m'atteler avec Renaissance. Chacun. Allez-y. Vous disiez? Non, je dirais... En vrai, quand tu te fais applaudir par les patrons, t'es un peu saucé quand même. T'es un petit peu saucé. Gabriel Attal, que quand même son modèle économique... Désolé chef, on a fait un jeu, Roussel. On a fait un jeu. Je suis malheureusement obligé de t'invisibiliser. Je suis désolé, chef. On est obligé. Voilà, c'est le jeu. C'est le jeu. Là, je me demande toujours, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes plutôt du côté de l'offre ou du côté de la demande? Je voudrais vous poser la question dans un instant. Mais Gabriel Attal, que vous puissiez commencer à débattre. Non, pour que chacun puisse s'exprimer, je répondrai rapidement juste sur un des points de Fabien Roussel. C'est un vrai désaccord qu'on a. Je sais qu'il est partagé. En fait, ils ont réussi à se mettre d'accord l'année passée et amender le budget, mais Barnier a fait un 49.3. Bah non, justement, il a fait un 49.3 parce que personne s'était mis d'accord. Personne s'est mis d'accord sur le budget. Qu'est-ce que tu racontes? Il y avait les fameuses lignes rouges du RN. Tu peux pas dire qu'ils se sont mis d'accord pour amender le budget, monsieur Orphen. Non. Alors pourquoi monsieur Barnier il a fait un 49.3? Alors tu peux m'expliquer ou pas? Savoir. Dis n'importe quoi là. Dis n'importe quoi. Ouais voilà c'est ça. Genre il a fait un 49.3 justement parce que personne ne se mettait d'accord. Les débats ont perduré. Il a dit bon allez on arrête les bêtises. Je le passe en force et ensuite bonne chance. Il a compris à l'envers quoi. C'est le but du 49.3 exactement. Orphen entre ma voiture. Tu te préoccupes de ma voiture et ça c'est pas ton vendredi soir il est pas fou mon gars. C'est pas fou, c'est pas fou. Par ailleurs, par vos voisins, moi je le dis, je ne supporte plus vous entendre parler de cadeaux aux patrons quand on parle des baisses d'impôts. Je ne le supporte plus. Là, vous êtes là, vous saviez. Je suis jaloux parce qu'il n'avait pas été accueilli. Je suis cohérent avec ce que je défends. Pardon, mais c'est une méconnaissance totale de la situation économique internationale aujourd'hui et de la compétition à laquelle nos entreprises font face à l'international. Et c'est une méconnaissance totale de ce qu'est l'entreprise. L'entreprise, c'est pas un patron, c'est une équipe où chacun est à sa place et chacun avance ensemble face à la compétition internationale. Vous voulez leur rajouter des boulets aux pieds en augmentant leurs impôts, en augmentant leurs taxes pour augmenter la dépense publique. J'ai un vrai désaccord avec vous que j'assume sur ce point. Marine Tondelier. Je voulais quand même
J'ai conscience que je suis partie pour moi me faire applaudir que M. Retailleau et M. Attal, mais c'est comme ça, on est venu débattre et pour vous donner notre avis en toute sincérité. La première chose, c'est que j'entends sans cesse de votre bouche que l'argent est rare dans ce pays, que l'argent public est de plus en plus rare et qu'il faut agir sur la dette. Mais j'ai l'impression que l'argent public est rare pour tout le monde, sauf pour les aides aux entreprises. Et moi, je veux qu'on pose ce sujet. Bien sûr qu'il faut aider les entreprises. Mais bien sûr qu'il faut aider les entreprises. Là, on n'en avait pas eu jusqu'à présent. Je veux bien prendre des leçons de constructivité, de responsabilité, mais ce que vous venez de faire est assez intéressant. Il n'y a pas de problème pour aider les entreprises, mais comment on les aide? Est-ce qu'on peut débattre un moment de la conditionnalité des aides dans ce pays, qui soit soumis à des critères de non-délocalisation? Et je pense à des amendements que j'ai fait à la région Hauts-de-France, où tout le monde disait les écolos, c'est toujours les mêmes amendements. Et puis même Xavier Bertrand, maintenant, face à Arcelor, se dit ça aurait peut-être pas été bête. À des critères sur la parité dans les entreprises, des critères sociaux, des critères environnementaux. C'est logique. Toutes les collectivités qui demandent des aides ont des critères. Pourquoi les entreprises n'en auraient pas? Et puis je sais aussi qu'au sein des entreprises, il y a des débats, que vous avez conscience que certaines entreprises, peut-être pas celles qui en ont le plus besoin, sont beaucoup plus aidées que des plus petites entreprises. Et que c'est d'ailleurs la même chose dans l'agriculture, qu'on entend beaucoup d'agriculteurs dire que la vie est dure, et c'est vrai, c'est le métier qui a le plus de taux de suicide dans ce pays. Je suis une petite fille d'agriculteur, je suis très sensible à cette détresse. Mais pourquoi c'est toujours les plus gros agriculteurs qui touchent le plus d'aides publiques, que sont des aides à l'hectare, et que ceux qui crèvent sont relativement moins aidés? Moi, j'ai un sujet, je veux qu'on puisse se poser cette question. Et puis, monsieur Attal, j'ai entendu votre tirade, c'était très émouvant, mais vous ne convaincrez personne. Donc là, est-ce que tu penses que d'ici 2027, la gauche va réussir à se réunir? Pas du tout. Dans ce pays, tant que les inégalités continueront de s'accroître. Parce que augmenter la dette de 1000 milliards d'euros en 8 ans, en commettant le double exploit, déjà de ne pas préparer l'avenir sur le plan environnemental, c'est 43 reculs environnementaux depuis le début de l'année, et on parlera d'environnement, j'ai prévu d'autres développements plus tard. Mais sur le social, comment voulez-vous, et même vous de chef d'entreprise, qui êtes peut-être plutôt dans une meilleure situation économique pour certains par rapport au reste des Français, vous pouvez l'entendre. Quand les 500 personnes les plus riches dans ce pays je peux terminer, monsieur Bardella, tout va bien? Quand les 500 personnes les plus riches de ce pays ont vu leur patrimoine, leur fortune doubler entre 2017 et 2023, et que dans le même temps, il y a 9,3 millions de pauvres. Il n'y a jamais eu autant de pauvres dans ce pays depuis 30 ans. Et que quand on a le SMIC ou moins, 42% des personnes qui sont concernées par ça, le SMIC ou moins, sautent au moins un repas par jour pour des questions financières. Comment voulez-vous que le pacte social tienne? Et si le pacte social ne tient pas, mesdames et messieurs, l'économie ne tiendra pas non plus. Évidemment que ça va faire des grèves, des mouvements sociaux, mais c'est un sujet qu'on doit adresser ensemble. Et moi, si je suis venue aujourd'hui, c'est pas pour vous entendre applaudir monsieur Retailleau et me siffler moi. Et puis je vais vous dire, les écologistes, on n'est pas arrêtés par ça. Je suis venue pour vous tendre la main et pour vous dire travaillons-y ensemble. Parce que même pour les affaires, ce qui est en train de se passer n'est pas bon. La dissolution, c'est pas bon. Les tergiversations et le manque de prévisibilité, c'est pas bon. Et c'est pas bon pour vos entreprises, mais c'est pas bon non plus pour nos mairies écologistes. Je donnerai un exemple plus tard là-dessus sur les ZFE, c'est très parlant. Mais franchement, prévisibilité, les ZFE, on est d'accord. en débattre parce que je crois vraiment qu'il y a un clivage aussi sur cette question. Je voudrais que il n'y a pas de problème, on n'est pas d'accord sur, on peut être d'accord ou pas sur la mesure, mais sur faire travailler des villes pendant des années là-dessus pour les laisser tomber à la fin en disant on supprime l'aide à la conversion des véhicules. Bah comment ils font les gens alors? La question de l'imprévisibilité. On ne peut pas changer la vie toutes les 3 semaines en fait dans un pays. C'est pas possible quand on est chef d'entreprise et c'est pas possible quand on dirige des villes écologistes ou d'autres. Donc on demande de la prévisibilité et j'ai commis l'exploit de me faire applaudir aussi aux mesdames. Je rentre dans le club privilégié de messieurs Attal et Retailleau, j'en suis très fière. Jordan Bardella. N'empêche, je suis un peu déçu, mais tu vois, c'est là où les Français sont aveugles, les mecs. Je suis obligé d'insulter les patrons aussi parce que, ok, les patrons, ils ont fait des diplômes, ils ont construit des choses et ils ont peut-être 10 fois mon intelligence, mais applaudir Gabriel Attal qui est responsable. Après, c'est peut-être des complices aussi, les amis, hein, parce que des mecs qui applaudissent Attal, ils sont complices parce qu'eux-mêmes ont reçu de l'argent public. Donc évidemment qu'ils vont pas cracher sur la main qui la nourrit. Évidemment. Mais quand tu vois la gueule de la dette, Gabriel Attal, je vous rappelle qu'il était dans le gouvernement et ensuite il était Premier ministre, mec, c'est abusé comment ils ont bousillé le pays. Donc à quel moment et en plus, il y a des défaillances d'entreprise sous le mandat d'Emmanuel Macron. Donc à quel moment tu peux applaudir monsieur Attal? À quel moment tu peux l'applaudir? C'est pas normal. C'est pas normal, chef. Faut arrêter, wesh. Faut arrêter. Arrêtez d'être cons, les chefs d'entreprise. Pitié, genre. Ils ont pas 10 fois ton intelligence, mais juste 10 fois ton vice. Ouais, aussi. Ouais. Non, mais je suis d'accord, Kabuto. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Mais vraiment, c'est pas normal de réfléchir comme ça. C'est pas normal. Pas normal. Mais là, Marine Tondelier, elle a vraiment souligné quelque chose. Parce qu'au moment où elle s'est fait huer, alors qu'elle avait parlé d'argent public que les entreprises ont reçu, bah désolé, excusez-moi, hein, il y a eu totalement un déséquilibre. Parce que parmi les gros chefs d'entreprise qui ont reçu de l'argent public, il y a un déséquilibre dans le sens où il y a des PME, des petites entreprises aussi, qui ont reçu moins d'argent public. La balance, elle n'est pas équilibrée. Donc évidemment que Marine Tondelier, elle va le souligner, ce problème. Évidemment. Bande de crétins, arrêtez de la huer pour rien, essayez de comprendre le propos de la personne. N'importe quoi, frère. Je vais vous dire, je suis très étonné de vous voir
applaudir des gens qui ont fait 1200 milliards d'euros de dettes en 10 ans dans notre pays. Voilà. Alors, moi, messieurs, je bois vos paroles, mais quand je vous écoute, je me dis dommage que vous n'ayez pas été au pouvoir ces 10 dernières années. Parce qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, la France emprunte plus cher que la Grèce, que la Slovénie, que le Portugal. Qui l'aurait cru il y a 10 ans? Il y a eu, mesdames, messieurs, en 8 ans, autant de déraisons budgétaires, autant de dettes supplémentaires que dans les 50 ans qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Donc, moi, je ne viens pas pleurer sur le lait renversé. Mais je viens dire que baisser la dépense publique, que réduire les coûts de fonctionnement de l'État, c'est vital, mais ce n'est pas suffisant. Parce que vous-même, quand vous restructurez votre entreprise, quand vous réduisez les coûts de votre société, s'il n'y a pas un projet derrière, si l'ambition, ce n'est pas l'investissement, si l'ambition, ce n'est pas la production, si l'ambition, ce n'est pas la croissance, alors 1 an après, 2 ans après, on est dans la même situation. Et moi, je m'étonne un peu de voir que lorsqu'on propose... Petite parenthèse quand même, les gars, c'est super tôt de faire ce genre de débat. Hein. Parce que 2027, après, à la limite, ils vont le refaire en 2027, mais la présidentielle, c'est dans 2 ans, les mecs. Hein. Le top départ, c'est pas maintenant. J'ai l'impression que les gens, les Français, se précipitent un peu trop en avance sur la présidentielle. Doucement, doucement. Aux Français qui travaillent, aux entreprises, de serrer la ceinture, il n'y a aucun projet derrière. Et moi, je viens dire une chose très simple. Avec de la croissance, beaucoup de choses sont beaucoup plus soutenables. Et donc, ce qui devrait nous réunir aujourd'hui, et ce qui devrait nous mettre d'accord, c'est la nécessité de remettre le pays sur le chemin de la production, de déverrouiller les contraintes qui pèsent sur la croissance. Il n'y a pas eu de politique de l'offre depuis 2017. Parce que quand on vous fait des avantages, lorsqu'on baisse la fiscalité sur les impôts de société ou sur l'impôt de production, mais qu'on le récupère en impôt de papier de l'autre, et qu'on augmente tous les 4 matins le nombre de normes, de contraintes, d'obstacles administratifs pour les entreprises françaises, pour les artisans, pour les commerçants, alors on ne peut pas parler de politique de l'offre. L'impôt de papier, c'est 4% du PIB. C'est 60 milliards d'euros de richesse créée qui est perdue chaque année dans notre pays. Donc, il faut s'attaquer à ces contraintes qui pèsent sur la croissance. Il faut une fiscalité de croissance. Il faut évidemment baisser les impôts de production pour faire en sorte qu'on rattrape notre retard et qu'on se réaligne sur le plan de la compétitivité avec nos partenaires européens. Il faut qu'on retrouve un prix de l'énergie français, parce qu'on ne réussira pas le défi de la réindustrialisation. On ne réussira pas à remettre le pays sur le chemin de la croissance tant qu'on aura une énergie et une électricité qui est 2 fois plus chère qu'aux États-Unis et qui, de manière artificielle, s'aligne sur la production du gaz en Allemagne. Il faut faire en sorte de faire le patriotisme économique pour que ceux qui produisent sur notre sol, ceux qui produisent au sein du marché commun, puissent avoir une priorité dans l'accès au marché public, comme c'est le cas dans beaucoup d'espaces aujourd'hui. Vous êtes plusieurs à avoir parlé de la question des normes. Vous allez ensuite pouvoir exposer chacun. J'aimerais que vous puissiez répondre à cette question des 3 mesures essentielles, vitales à vos yeux. Mais parce que le débat est lancé désormais, il y a un point qui revient régulièrement, c'est cette question des normes, c'est cette question de l'écologie. Et là-dessus, il me semble que le clivage ne serait pas, j'allais dire, droite, gauche, parce qu'il n'y a, par exemple, Fabien Roussel ou Marine Tondelier, ou vous, Bruno Retailleau et Gabriel Attal, des différences assez majeures sur le rapport à la norme écologique, sur la question des ZFE, vous l'évoquiez à l'instant, sur la question des éoliennes, sur la question de l'électricité, sur la question du fameux... de la question de l'automobile avec le moteur thermique qu'on n'aura plus le droit de vendre. Est-ce que sur ces questions-là, pour vous, d'abord Bruno Retailleau, c'est un des tournants... Ouais, je crois que c'est 2050, non? En 2050, il n'y aura plus de moteurs thermiques. À voir si l'Union européenne va vraiment respecter leur ligne. Ça va faire bizarre quand même d'avoir que des moteurs électriques. 2035, tu mens! Ah, j'ai toujours cru que c'était 2050, moi. De base, c'est 2030. C'est... Ah, 2030. Ah, vous êtes plus renseigné que moi. D'accord, pas de problème. Bah, je m'excuse. 2035! Mais les mecs, c'est bientôt! It's time! It's time, motherfuckers! Encore une fois, les mecs, hein. Encore une fois, est-ce que c'est pas le moment de quitter l'Union européenne pour ce genre d'aberration? Parce que j'avoue que dans 10 ans, avoir des moteurs électriques, ça va être compliqué, les gars. Hein. Ça va vraiment être compliqué. Bonne chance, hein. Franchement, bonne chance. Voilà. Que vous avez opéré, vous avez les chefs d'entreprise face à vous, vous avez des chefs de parti. Cher une voiture électrique, où vous situez-vous là-dessus? Est-ce qu'il faut faire stop ou encore sur ces normes et comment? Évidemment, poser la question comme ça, c'est évidemment, on a beaucoup trop de normes. Je veux simplement redire à Jordan Bardella qu'il faut être très concret. Moi, j'ai été dans l'opposition, je l'ai dit. Donc je ne me sens pas du tout comptable de la dette ou des déficits précédents. Simplement, ce que j'observe, c'est que j'étais dans l'opposition et j'ai soutenu la réforme des retraites parce que je la trouvais absolument essentielle. Et c'est difficile d'être dans une opposition, d'avoir une réforme impopulaire et de devoir la soutenir. Mais c'est parce que c'était non pas le choix de mon parti, mais le choix de mon
pays. Quand au Sénat, on a voulu faire les 15 heures de contrepartie d'activité pour le RSA, votre groupe ne l'a pas voté à l'Assemblée nationale. Ce sont des actes concrets que nous avons posés et qui sont importants. C'est ça la vie politique, c'est aussi prendre ses responsabilités, même quand on est du reste dans l'opposition, pour le pays, parce qu'on l'aime. Maintenant, et faire un budget à 20 milliards d'euros de prélèvement obligatoire, monsieur le ministre. Parce que, justement, je ferai moi des propositions précisément. François Bayrou l'a d'ailleurs dit. Moi, je ne suis pas favorable sur, par exemple, les jours fériés. Je pense qu'on peut faire différemment. Si on veut que les Français travaillent plus, on doit faire en sorte que le travail puisse plus payer. J'en parlerai dans quelques instants. Simplement, on a un souci de croissance, d'industrialisation. Mais ça n'est pas avec une énergie chère qu'on ne pourra réindustrialiser. J'ai pris position. Je pense que nous avons besoin des énergies renouvelables, mais que désormais, elles arrivent à un point de maturité, notamment l'éolien, où on ne doit plus les subventionner. Parce que ça coûte trop cher. Et là encore, on voit bien que depuis 13 ans, la consommation d'électricité est relativement flat. Donc on ne doit pas avoir une perception, une obsession décroissante de l'écologie, mais il faut que l'énergie, par exemple, participe à notre réindustrialisation. C'est la grande différence, par exemple, avec les États-Unis. J'aborderai tout à l'heure un certain nombre de propositions très concrètes sur le travail, sur le modèle social. Mais là encore, quand on parle de croissance, on parle à la fois de productivité, de compétitivité. Or, l'énergie, c'est fondamental. La fiscalité, c'est fondamental. Et là aussi, la simplification, c'est fondamental. Et puis, il y a la croissance, c'est le travail. On en reparlera. Sur cette question des... Non, mais j'ai une question très simple. Monsieur Retailleau, je vous entends. Moi, je siège au Parlement européen. Votre famille politique au Parlement européen, elle met en œuvre le Green Deal. Le Green Deal est une montagne de normes administratives pour des milliers d'entreprises dans notre pays. Elle met en œuvre la CSRD. Elle met en œuvre le devoir de vigilance. Bon. Elle met en œuvre la politique de décroissance dite de la ferme à la fourchette qui prévoit la baisse de 15% du nombre de cheptels dans les 10 prochaines années. Elle met en œuvre l'interdiction de la vente de véhicules neufs à l'horizon, de moteurs thermiques, pardonnez-moi, véhicules thermiques à l'horizon 2035, qui va orchestrer la baisse de 200 000 emplois, la destruction de 200 000 emplois directs. Je ne parle que des emplois directs dans le secteur de l'automobile. Tous les industriels de l'automobile sont vent debout. Donc vous soutenez au niveau européen une politique de décroissance qui fragilise nos entreprises et qui crée une montagne normative qui fragilise l'activité économique du pays et qui est un monstre administratif pour beaucoup de nos chefs d'entreprise. Je voudrais que Bruno Retailleau puisse vous répondre. Vous êtes député européen et vous ne pouvez pas, sauf à ne pas y siéger, ne pas savoir que notre chef de délégation, François-Xavier Bellamy, a refusé. Je pense d'ailleurs que pour l'instant, on n'en a pas suffisamment parlé. Mais nous vivons dans un monde menaçant. Ça n'est pas un monde plus civilisé, mais plus archaïque, où la force prime sur le droit. Et il nous faut mieux nous organiser en Europe. Et moi, je veux que l'Europe sorte de sa naïveté et qu'elle abandonne son logiciel mercantiliste qui nous a fait perdre beaucoup d'emplois industriels et aussi la déréglementation. Il faut que cette fascination pour la norme, l'Europe en sorte aussi, c'est fondamental. Et je suis totalement d'accord sur C3S, CSRD, etc. Mais en même temps, je pense qu'on a besoin d'une Europe qui puisse innover. Je propose d'ailleurs qu'il y ait une véritable DARTA comme les États-Unis l'ont pour qu'on puisse, sur l'intelligence artificielle, le quantique et autres, avoir une agence qui soit vraiment, qui nous mette au meilleur niveau mondial. Pas sur tous les sujets. Moi, je ne veux pas d'une Europe de tous les sujets, je veux une Europe de quelques projets déterminants pour notre avenir. Non au mercantilisme de l'Union européenne. Oui, Manuel Bompard. Ça fait des années. D'accord. Ça fait des années et des années que nous posons la question et nous défendons ce qu'on appelle un protectionnisme solidaire. Une manière de faire en sorte de protéger notre tissu économique d'une forme de concurrence déloyale. Et j'ai l'impression que ces derniers mois, il y a un certain nombre de personnes, de familles politiques qui, pendant des années et des années, ont multiplié les politiques de déréglementation, ont considéré que la libéralisation à outrance, que la suppression de toute forme de barrière douanière allait faire le progrès, le bien-être, etc. Ils se réveillent et se rendent compte que non, c'est pas le cas et maintenant disent qu'ils sont partisans des formes de protection. Donc là, il y a quand même une forme d'hypocrisie dans le débat qui me fait doucement sourire. Monsieur Retailleau, tout à l'heure, vous nous dites... Pardon, mais faisons pas d'idéologie, parlons concrètement. Tout à l'heure, vous nous dites, oui, depuis des années et des années, c'est la politique de la gauche en matière économique qui est au pouvoir et c'est pour ça qu'on est dans les situations difficiles. Depuis 30 ans, monsieur Retailleau, c'est les logiques économiques qui sont les logiques économiques de libéralisation à outrance, c'est les logiques économiques de politique de l'offre, c'est des budgets qui se multiplient, qui sont à chaque fois des budgets de compression et de réduction de l'investissement public qui sont à l'œuvre et qui sont responsables de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a eu des présidents de gauche quand même. Alors, je sais pas si... Pardon, mais...
sais pas s'ils sont vraiment à gauche. Mais si vous parlez, non mais on va parler franchement. Si vous parlez de la présidence de François Hollande, lui-même s'est converti à la logique de la politique de l'offre. C'est la vérité. Au cours de son mandat, il a fait le crédit impôt compétitivité emploi. Et pardon, peut-être ce que je vais vous dire ne va pas vous plaire, mais à l'époque, le prédécesseur de Monsieur Martin faisait le tour des plateaux de télévision en disant si vous nous faites 20 milliards d'exonération sur les cotisations sociales, il y aura 1 million d'emplois qui seront créés. Il y a eu à peine 100 000 emplois qui ont été créés. Tout le monde le sait. Donc je suis désolé, peut-être que ça vous plaît pas, mais moi j'assume de dire que cette politique-là... Ils vont jamais huer le MEDEF, ils vont jamais huer parce qu'ils savent qu'ils ont tort là. Ils peuvent rien dire. Eh oui, 20 milliards d'euros versus 100 000 emplois. On a eu 100 000 emplois. Merci de le dire, monsieur Bompard, merci. Politique qui a consisté à partir du principe que parce qu'on allait faire des exonérations de cotisations sociales, ça allait se retrouver dans l'économie réelle. Monsieur Macron s'est inscrit dans la même lignée. Quel est le résultat concret? Le résultat concret, c'est un investissement qui est à l'arrêt. Même M. Martin le disait il y a quelques jours, j'ai vu une déclaration dans la presse sur ce sujet. C'est des salaires réels relativement à l'inflation qui ont baissé de 3% depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. C'est une croissance qui est atone et qui est à l'arrêt. Donc si vous voulez, applaudissez ceux qui ont fait ça et dites-leur de continuer. Mais moi je pense qu'il faut faire une politique qui est une politique différente. C'est pas une politique qui se fait contre les entreprises. C'est une politique de planification. C'est une politique qui donne de la prédictibilité. C'est une politique qui permet de choisir dans quel domaine de l'économie on veut la développer. De le faire évidemment en discussion avec les entreprises sur le sujet. Vous parlez de l'énergie. Enfin pardon, tous au Parlement européen, même vous, monsieur Bardella, vous pouvez faire semblant maintenant, vous vous êtes abstenu ce jour-là. Vous avez soutenu le marché européen de l'électricité. Non, pas du tout. Précisément, vous vous êtes abstenu l'année dernière sur la réforme du marché européen de l'électricité. Tout le monde pourra le vérifier. La question qui est posée aujourd'hui pour les entreprises, c'est est-ce que vous voulez avoir un prix de l'électricité qui est fluctuant sur un marché que personne ne contrôle, ou est-ce qu'au contraire, vous voulez avoir des prix qui sont des prix réglementés, qui vous permettent d'avoir de la prédictibilité pour vos investissements? Moi, je pense que la planification, la prédictibilité, c'est les meilleurs alliés des chefs d'entreprise. Beaucoup plus que la logique de marché que vous avez tous développée. Non, je disais avoir de la prévisibilité sur les prix de l'électricité en sortant du nucléaire, comme vous le proposez par exemple. Mais alors, monsieur Attal, vous voulez qu'on ne les débat sur le nucléaire? Non, si on peut s'exprimer nous aussi, si on peut prendre la parole plutôt que de vous laisser dans vos logorées permanentes, si on peut sur la droite s'exprimer. Vous voulez que je vous réponde ou pas? Allez-y, répondez-nous sur le nucléaire. Clarifiez peut-être. Non, parce que vous voulez qu'on débatte sincèrement du nucléaire. Répondez sur le nucléaire, je vous ai posé. Vous engagez aujourd'hui des projets de nouveaux réacteurs nucléaires. Tout le monde sait, toutes les personnes qui savent de quoi on parle, savent que ces nouveaux réacteurs nucléaires ne rentreront pas en service avant 2040 ou 2045. La question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait et pourtant, vous parlez de planification, parce que ça arrive dans un certain temps, il faut pas le faire. Attal, certains de votre famille politique, les amis de M. Retailleau, les amis de M. Bardella, dans cette situation-là, ils votaient il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale un moratoire sur le développement des énergies renouvelables. C'est faux, mon groupe a voté pour le moratoire concerné par le développement des énergies renouvelables. C'est un secteur économique qui se développe, à qui on a dit du jour au lendemain, vous allez devoir tout arrêter. C'est ça la réalité. Gabriel Attal, et évidemment l'écologie. C'est possible que je dise un mot sur l'écologie. Wesh, il les a, il les a, Bompard, yo. Ouais, les gars, pourquoi je vous dis qu'on sera vraiment irréconciliable? Que s'il y a une nouvelle dissolution, il y aura encore 3 blocs. Dans 10 ans, il y aura peut-être encore 3 blocs. Alors peut-être que Marine Le Pen sera présidente, mais elle sera présidente de quoi, les mecs? Avec une assemblée, avec la majorité absolue? Elle va devoir faire peut-être des compromis aussi, les mecs. Hein. On est tellement divisés, frère. Oh là 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 là. Déranger personne, mais je veux bien. Allez-y, simplement défendez-vous. Non, je trouve que, à vous écouter, finalement, on a l'impression que le fait qu'on ait, et on devrait tous s'en réjouir, un taux de chômage qui est au plus bas depuis 30 ou 40 ans, il remonte. C'est tombé du ciel. Si le chômage a baissé, c'est parce qu'il y a des entrepreneurs, et beaucoup sont ici, qui ont pu embaucher, qui ont pu investir, qui ont pu innover. Et s'ils ont pu le faire, oui, j'assume, c'est parce qu'on a baissé l'impôt sur les sociétés, créé la flat tax, supprimé l'ISF, tout ce que d'ailleurs, Jordan Bardella voulait garder, parce que je vous entends faire vos grandes On peut vous remercier pour la fermeture de Fessenheim. Je vous entends faire vos grandes déclarations. Et la fin des investissements dans le nucléaire lors du premier mandat d'Emmanuel Macron. Jordan Bardella, c'est comme en amour, il y a des déclarations, mais il faut des preuves. Quand on a supprimé l'ISF, vous étiez contre, on le supprime, et cet été, l'été dernier, en 2024, au moment de la dissolution, vous proposiez même dans votre programme de créer un nouvel impôt, l'IFF, l'impôt sur la fortune financière, une taxe sur les assurances vie. De votre bilan économique, quand on a fait les ordonnances travail avec Muriel Pénicaud, qui pour moi était une très bonne réforme, vous avez voté contre à l'Assemblée nationale. Et encore, il y a quelques... Il aussi les stresser, vos gars, regardez comment il débite.
Lui aussi, il est stressé, hein. Ouais. Salut la maillotche. Aujourd'hui, quand on a présenté la réforme de l'assurance chômage, vous vous y êtes opposé alors que tout le monde sait qu'on doit avoir un modèle social qui incite davantage à l'activité. Maintenant, il y a une chose dont je me réjouis. Monsieur Attal, vous êtes parce fier que de ça la a été situation économique du pays je me suis aujourd'hui? moins exprimé que vous. Il y a une chose dont je me réjouis, c'est quand même qu'il y ait un mot qui a été prononcé qui est pour moi essentiel et qui d'ailleurs devrait être même dans le titre de la table ronde qui nous réunit. Parce que le titre, c'est « Est-ce que la France peut rester dans le jeu ?» je crois. Tout à fait, je valide. Et le mot qui a été prononcé, c'est Europe. Et je pense que c'est très important, et je serais peut-être le seul à le porter aussi fortement sur cette scène, parce que c'est pas très populaire aujourd'hui d'en parler dans l'opinion publique. Mais moi, je crois profondément que la France ne restera pas dans le jeu sans une Europe forte, et que l'Europe ne restera pas dans le jeu sans une France forte. Allez, il nous casse les couilles. On peut reprocher plein de choses à l'Europe. Effectivement, il y a eu de la surréglementation. Effectivement, on a laissé nos industries partir en Asie, notre défense aux États-Unis, etc. On peut lui reprocher plein de choses. Mais enfin, rappelons cet élément qui est absolument essentiel. On n'arrivera pas à s'en sortir si on n'investit pas dans le projet européen pour l'innovation, pour l'emploi, pour le soutien au travail et pour la compétitivité de nos entreprises. C'est vital. Non, mais c'est dommage que vous n'ayez pas été Premier ministre, c'est dommage que vous n'ayez pas été ministre pendant 7 ans. Franchement, c'est regrettable. Regardez ce qu'a fait... C'est confortable d'être dans l'opposition. Regardez ce qu'a fait la présidente. Je vais y aller, je vais dis pas ça, monsieur Attal. Mais juste, puisqu'on parle d'Europe, vous êtes fier de l'accord commercial qui a été négocié par la présidente de la Commission européenne avec les États-Unis? Et je veux bien On va y revenir sur la question des non, mais parce qu'en fait, c'est la prime à foncer dedans et à prendre le tour de parole. Mais vous avez raison aussi, la question des tarifs douaniers, je voulais évidemment qu'on y Nous y reviendrons. Mais si je peux en placer une sur l'écologie, juste vous dire, et je pense d'ailleurs qu'on est devant une salle qui normalement, comme ce sont des chefs d'entreprise, comprennent mieux l'écologie que ceux qui nous gouvernent. Et je le pense sincèrement. Parce que vous savez que chaque degré de réchauffement climatique au niveau mondial cause 12% de PIB en moins en moyenne dans le monde. Parce que vous savez que 25% du bénéfice de vos entreprises est menacé, jusqu'à 25% de votre bénéfice d'entreprise est menacé par le changement climatique. Et que vous savez ce qui est en jeu. Wow, la phrase de fou. Oh, la phrase de fou pour amadouer les entreprises. 25% du bénéfice de vos entreprises est menacé par le réchauffement climatique. Oh, super le discours pour un petit peu... caresser le dos des entrepreneurs, mademoiselle Tondelier, hein, bon. Bon. Elle parle leur langue, exactement. Elle parle leur langue, là. Ouais. Et franchement, moi je vous le dis, j'ai commencé la politique, j'étais une jeune femme écolo du Pas-de-Calais, pleine de complexes, en me disant, il y a le cercle de la raison, vous avez l'air d'avoir très raison, en ayant bien conscience qu'il y avait des gens qui avaient une présomption de crédibilité par principe, et que moi je partais plutôt, pour toutes les raisons que je viens de citer, avec une présomption de non-crédibilité. Mais franchement, quand je vous écoute, j'arrête d'avoir des complexes. Parce que quand on compte 43 reculs environnementaux depuis le début de l'année, alors que la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si la planète sera encore habitable dans 30 ans pour nos gamins. Quand je vois que même pour ceux qui s'en foutent de l'environnement, y compris d'un point de vue économique, ce que vous faites n'a aucun sens. Monsieur Retailleau, quand je suis arrivée au cercle des économistes à Aix-en-Provence au mois de juillet, j'arrivais franchement dans les chaussons en disant c'est la première fois qu'ils m'invitent, est-ce qu'ils vont pas regretter? Les gens venaient me voir parce que ce matin-là, vous aviez sorti une tribune avec monsieur Aubert et monsieur de Bellamy pour demander un moratoire sur l'énergie renouvelable. Les chefs d'entreprise venaient me voir, moi, ça devrait vous inquiéter, pour me dire, Madame Tondelier, qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'où iront-ils? Est-ce que vous comprenez? Comment on peut les arrêter? Parce que les énergies renouvelables, Monsieur Retailleau, c'est 100 000 emplois dans ce pays. Parce que la transition écologique, c'est un potentiel d'emploi de 900 000 emplois, selon l'ADEME. Et qu'on n'a pas le choix que de s'y coller. Et que je ne comprends pas qu'on n'en soit pas capable aujourd'hui, parce que la Chine est en train de prendre de l'avance. On parle de compétition mondiale, mais enfin, il y a 75% des panneaux photovoltaïques en 1990, c'était l'Europe. Aujourd'hui, c'est plus que 15%. C'est la Chine qui prend ces créneaux-là. Pas pour des raisons environnementales, hein, je vous le concède, parce qu'ils ont compris que d'un point de vue économique, c'était intelligent. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On perd de parts de marché, on laisse fermer nos boîtes. Et je vais vous dire, même quand je vais chez Michelin, ou la CGT Michelin disent, ah bah Madame Tondelier, vous venez soutenir les pneus? Je dis, bah oui, je soutiens les pneus. Parce que... En ça, c'est un chat de droite ici. Ah bon? C'est un chat de droite? Ok, très bien. Même quand je veux rénover mon grenier, voilà, pour faire l'isolation thermique, j'ai eu bien du mal avec le site de MaPrimeRénov'. Maintenant, c'est suspendu, de toute façon, comme ça, il n'y a même plus de site. Eh bien, j'ai besoin d'un artisan. Et cet artisan, oui, il vient avec une camionnette. Et cette camionnette, elle a des roues. Eh bien, je préfère que ces roues soient produites en France, dans des conditions mieux disantes environnementalement et socialement. Alors que mon métier, c'était la qualité de l'air. Je suis allée soutenir Arcelor. Ils m'ont dit, Madame Tondelier, on se fritait sur la qualité de l'air. C'est super de vous voir là. Bah ouais, c'est super. Parce que si on laisse crever nos fourneaux en France, on fait comment? D'un point de vue environnemental, on importera de l'acier produit avec des normes bien moins disantes. Et surtout, on perdra notre souveraineté. Et je ne comprends pas pourquoi les Anglais sont capables de nationaliser les hauts fourneaux parce qu'ils ont bien compris que c'était un enjeu stratégique et de souveraineté et que nous, on ne soit pas fichus de le faire. Et les salariés de ces boîtes, ils voient ce qui est en train de... Déjà, ça se voit quand même que Bruno Retailleau, il écoute à moitié, frérot. ...se passer. Et quand on dépendra exclusivement de la Chine pour se fournir en acier, eh ben, on ne sera pas sorti des ronces et Simone pourra toujours s'inquiéter.
Bruno. Mais tu vois, il y a un mec qui le dit sur le chat, bientôt les Chinois nous vendront du camembert. À force que les Chinois grignotent comme ça le marché mondial, ils vont être premiers partout. Ils vont être premiers partout, ce sera la Chine qui va vendre au plus offrant le marché international. Je sais pas, moi je dis n'importe quoi, je crois qu'ils sont premiers sur l'acier, ils sont premiers sur le photovoltaïque, ils sont premiers sur tellement de choses, les Chinois, mon gars, c'est n'importe quoi, genre. Ils sont déjà, ben vous voyez les gars, vous voyez. On a qu'à être meilleurs d'offre. Ça va être dur les mecs, hein, dans un marché comme ça va être dur. Otayo. Ils sont les premiers Je sur n'ai les pas fabricants demandé de de cercueils. moratoire sur les énergies renouvelables. J'ai demandé, puisque désormais ces technologies sont au niveau du prix du marché, qu'on arrête de les subventionner. Parce que nous avons un immense avantage en France. Nous avons l'électricité la plus décarbonée au monde, pas grâce à vous, Mais vous avez grâce demandé à un l'énergie moratoire, nucléaire monsieur Retailleau. que vous avez combattue. demandé un moratoire À sur quoi les cela éoliennes. sert-il Et aujourd'hui les producteurs d'éoliennes étaient de ravis. financer des énergies qui ne sont pas pilotables, qui sont intermittentes? Par exemple, à midi, plusieurs mois durant, on finance, on subventionne des énergies alors que le prix de ces énergies est désormais négatif. Je veux qu'on ait une approche simplement industrielle, une approche pragmatique. Mais vous avez eu le rapport de la Cour des comptes sur le nucléaire, c'est Il intéressant. faut des énergies renouvelables. Et pour moi, l'ossature de notre structure énergétique française, et c'est bon pour le climat, et c'est bon pour la réindustrialisation, c'est le nucléaire. Voilà. Et même la Cour des comptes dit le contraire, monsieur Retailleau. Même la Cour des comptes, dans un rapport que manifestement, manifestement M. Attal n'a pas lu. Mais ils savent même pas. Mais attendez les gars, soit les personnes qui applaudissent, c'est des fans de Retailleau, soit c'est des gros débiles, je comprends pas. Mais quand je dis fan, les mecs, je dis pas chef d'entreprise, hein, parce que là on a vu des ministres du gouvernement qui étaient là sur le cours Philippe Chatrier. Je pense pas, c'est des ministres, des proches de Retailleau, mais bizarre quand même. Hein. Il y a les deux. Des débiles, frère. Pourquoi ça applaudit ça, cousin? Non plus. Mais même la Cour des comptes du rapport au travail. Nous, les énergies renouvelables, nous, les énergies renouvelables, parce que c'est bien de critiquer quand il y a ce que vous appelez des reculs, etc. Mais quand nous, avec les députés Renaissance, on défend un certain nombre de sujets, et notamment les énergies renouvelables, on faisait partie des seuls à voter pour maintenir les énergies renouvelables. Du moment où vous avez retiré à l'Assemblée nationale le fait juste de mettre des panneaux photovoltaïques sur le supermarché, même ça, ça je peux aller au bout de ce que je suis en train de dire. Oui, mais ne réécrivez pas Il y a l'histoire. eu un vote il y a quelques mois à l'Assemblée nationale sur les énergies renouvelables. Effectivement, un amendement LR qui était présenté pour faire un moratoire sur les énergies renouvelables, y compris pour les particuliers qui ne pouvaient plus installer de renouvelables chez eux. Avec mon groupe, on a voté contre. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin des deux. La réalité, c'est qu'on a besoin du nucléaire. Et oui, investir dans des centrales nucléaires, ça prend du temps, c'est sur le temps. Mais d'ici là, la demande d'électricité va continuer à augmenter. Et donc, on a besoin du renouvelable. Et de continuer à développer et donc de subventionner aussi à ce que le nucléaire permette de répondre aux besoins. Je voudrais que vous puissiez vous exprimer aussi sur la question du rapport au travail. La question évidemment du temps de travail, la question de la rémunération du travail et la question même du statut des travailleurs. Est-ce que quand vous avez les uns et les autres commencé à dire qu'il fallait des ruptures, est-ce qu'il faut changer la question aussi du statut de la fonction publique? Est-ce qu'il faut revenir sur un nouveau modèle social? Je voudrais que chacun vous puissiez dire votre proposition sur cette question-là. Le travail, le modèle social, le temps de travail et la rémunération du travail. On va commencer par vous, Manuel Montpa. Évidemment qu'il faut conforter notre modèle social et continuer à le développer, et donc faire l'inverse de ce qu'on a sous les yeux, y compris dans les propositions de M. Bayrou, et dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, l'inverse de la politique qui a consisté à faire des exonérations de cotisations sociales, parce que quand vous faites des exonérations de cotisations sociales, à la fin forcément il y a un modèle social qui est un modèle social moins financé, et on va dire aux gens maintenant on est en déficit de la sécurité sociale. Donc, mais vous changeriez quoi, vous? Mais moi d'abord je reviendrai sur les exonérations de cotisations sociales pour qu'on puisse financer notre modèle de protection sociale. Ça c'est la première chose que je pense qu'il faut faire. Deuxièmement, il faut refuser ceux qui veulent dégrader la qualité de notre modèle social. Pardon, peut-être là aussi ça sera pas populaire, mais je le dis, enfin pas dans cette salle, je pense que dans le pays ça le sera. Mais je le dis, non, je suis pas d'accord avec le fait qu'on augmente jusqu'à 6 jours de carence comme l'a proposé Madame Vautrin, ce qui fait qu'aujourd'hui un salarié qui va être malade, pendant toute sa première semaine, il sera pas payé, il sera pas indemnisé, parce que vous savez comme moi, ce que ça va produire comme résultat, c'est que quelqu'un qui a une maladie pas très grave, il va venir travailler, et le risque c'est aussi la propagation de cette maladie. Je préfère qu'il puisse être pris en charge. Si, je préfère qu'il puisse être pris en charge plutôt que pendant 6 jours. Comment ça a eu ça, wesh? Ça veut augmenter les jours de carence, donc le mec qui tombe malade, il est pas payé sur la première semaine,
les gens ils trouvent ça logique alors que, mon gars, t'as besoin de ton salaire quand même. T'as quand même besoin de ton salaire même quand t'es malade. C'est quoi le problème? Vous êtes pour le retrait de ce salaire-là, les patrons d'entreprise? C'est des bâtards quand même, les mecs. Hein. C'est quand même des bâtards. Faut faire du cas par cas de flat parce qu'il y en a qui profitent. Oui, les gars, vous allez me parler des profiteurs, etc. Mais pour l'instant, on n'a même pas parlé des profiteurs, qu'on en est déjà à un public qui hue. Pitié, genre. J'en supplie, pitié. Ils travaillent pas et ils sont en congé maladie mais qui ne soient pas indemnisés et pas rémunérés. Et ça, c'est dans les propositions qui sont dans les propositions contenues à l'intérieur du plan Bayrou. Pour le reste, je refuse catégoriquement la logique qui consiste à penser, et là aussi vous pouvez me siffler, ça ne me dérange pas, je refuse catégoriquement la logique qui consiste à penser que le problème aujourd'hui c'est qu'il y aurait en quelque sorte une horde de travailleuses et de travailleurs qui ne voudraient pas travailler, alors que plein d'emplois vacants seraient disponibles pour eux et qui ne voudraient pas les prendre en charge. C'est la logique intellectuelle qui a conduit à ce qu'on a déjà fait 3 ou 4 réformes de l'assurance chômage et qui sont traduites par le fait qu'il y a des gens qui sont encore plus dans une situation difficile. Aujourd'hui en France, il y a un emploi non pourvu pour 26 personnes qui recherchent un emploi. Donc essayez de faire croire que la difficulté aujourd'hui du chômage, c'est le fait qu'il y a des gens qui ne voudraient pas travailler, ça ne correspond pas à la réalité économique du pays. Si on veut apporter une réponse qui correspond à la réalité économique du pays, il faut avoir des politiques de création d'emplois. Et pour avoir des politiques de création d'emplois, il faut avoir une forme de planification. Il faut considérer que dans un certain nombre de domaines économiques, on a besoin de se développer. Je pense à l'économie de la mer, je pense à la question du numérique, je pense à la transition écologique, évidemment on en a parlé, je pense à la question du spatial par exemple. Là oui, on a des politiques intelligentes à mettre en place pour faire en sorte qu'on ait des politiques de création d'emplois qui permettent d'augmenter le nombre de personnes qui sont en emploi. Parce que si on augmente le nombre de personnes qui seront en emploi, ben on n'aura plus de problème de financement de notre protection sociale et notre modèle social. Fabien Roussel. Apolline de Malherbe, je voudrais faire une... Tout le monde au même nombre de jours de carence. Oula. Alors là les gars, c'est du secteur par secteur. Hein. Demander ça à tout le monde, c'est pas possible. Malheureusement Fabien Roussel, on doit te skip. Malheureusement.